Bien que le bien-être et le bonheur ne soient pas absolus, croissance et développement économique y prennent une part essentielle. Il n'est donc pas surprenant que la croissance à 3% soit devenue le Graal de l'homme moderne. Ne représente-t-elle pas le plein emploi, des recettes assurées pour l'État, une assurance maladie et des retraites en équilibre, davantage de financement pour la recherche, la culture et les entreprises? En fait, la croissance économique est un concept récent qui n'a pas encore fêté ses 200 bougies. En reconstituant un standard moyen de consommation, l'économiste britannique Angus Maddison a démontré qu'entre l'Antiquité et la fin du XVIIIe siècle, le niveau de vie de l'humanité n'avait que très faiblement évolué. C'est en fait la révolution industrielle du XIXe siècle qui siffla le début de la croissance économique. Le phénomène s'est ensuite fortement accéléré, notamment après le dernier conflit mondial. Ainsi, au cours des 70 dernières années, le produit intérieur brut mondial a été multiplié par 10. Avec une moyenne de 2,9% par an, le monde a satisfait le Graal de la croissance. Situation durable ou anomalie, dans la mesure où cette période n'a aucun précédent historique. Il y a près de 500 000 ans, l'homme a domestiqué le feu. Rapidement, il en a imaginé de multiples applications domestiques et métallurgiques. Puis, en 3500 ans avant notre ère, il a découvert la roue. Mais l'horloge technologique s'est arrêtée là. Quand on compare le char de Ramsès II poursuivant Moïse à travers la mer Rouge, celui de Ben-Hur combattant Messala et le fiacre du début du XIXe siècle, on ne perçoit aucune rupture technologique. C'est en transformant le feu des hommes des cavernes en énergie mécanique grâce à la machine à vapeur que le physicien écossais James Watt a inventé la société de croissance. Il serait toutefois injuste de lui en octroyer l'exclusivité. En 1841, le physicien anglais Michel Faraday découvre l'induction électromagnétique et transforme du travail mécanique en électricité. Puis, quelques années plus tard, le chercheur serbe Nikola Tesla invente le moteur électrique. La boucle est bouclée. Le feu peut se transformer en énergie mécanique, puis en électricité, et l'électricité peut, à son tour, générer de l'énergie mécanique et de la chaleur. Plus besoin de la main de l'homme ni du labeur du cheval pour produire, le feu travaille à leur place avec une efficacité démultipliée. Aujourd'hui, notre société de croissance ne gravite qu'autour de machines à vapeur un peu plus sophistiquées. Le moteur des voitures, le réacteur des avions ou les turbines à gaz des centrales électriques ne sont en fait que leurs arrière-petits-enfants. Mais si le feu qui les alimente venait à faire défaut, les géniales inventions de nos ancêtres deviendraient instantanément de froides et immobiles pièces de musée. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le bois était le seul combustible utilisé par l'homme. Il aurait pu continuer son histoire énergétique et nourrir les machines à vapeur de la révolution industrielle. Mais principalement utilisé pour la construction, son utilisation massive comme combustible aurait rapidement conduit à une explosion des coûts. Aussi, c'est dans le sous-sol que l'homme est allé chercher le feu de la croissance. D'abord avec le charbon au XIXe siècle, puis avec le pétrole et le gaz au XXe siècle. Par rapport au bois, les énergies fossiles sont de fabuleux concentrés énergétiques. Ainsi, un puits de pétrole qui en surface occupe à peine un demi-hectare fournira durant 20 ans l'équivalent énergétique de 10 000 hectares de forêt. Le bois, utilisé comme feu de la croissance, aurait donc rapidement conduit à une déforestation totale de la planète. Ce n'est donc pas un hasard si la France s'est massivement reboisée au cours du XXe siècle, passant de moins de 6 millions d'hectares en 1800 à plus de 15 millions d'hectares aujourd'hui. Créer de la richesse ne peut donc se faire sans consommer beaucoup d'énergie fossile. Elle représente aujourd'hui plus de 80% du mix énergétique mondial. Pourtant,
il faut bien moins d'énergie primaire aujourd'hui qu'il en fallait il y a 60 ans pour produire la même quantité de richesse. La relation croissance-énergie se mesure à l'aide de l'intensité énergétique, qui est le rapport instantané entre la consommation d'énergie primaire et le produit intérieur brut. Plus elle est faible, plus l'économie est performante, puisqu'il faut moins d'énergie pour produire une quantité de richesse équivalente. Depuis le début de la révolution industrielle, l'intensité énergétique mondiale s'est réduite de façon spectaculaire. Elle le doit au progrès technologique, mais aussi au déplacement des activités industrielles lourdes vers les services et le tertiaire. La réduction d'intensité énergétique ne doit toutefois pas en cacher l'hétérogénéité planétaire. Si l'Européen et l'Américain se situent nettement en dessous de la moyenne mondiale, la plupart des pays émergents possèdent une intensité énergétique bien supérieure. Ainsi, pour produire la même quantité de richesse, les Russes, les Chinois et les Indiens consommeront-ils en moyenne 4 à 5 fois plus d'énergie que les Européens. Les principales marges de réduction de l'intensité énergétique se trouvent donc dans les pays émergents et non plus dans les pays de l'OCDE, qui en relatif ont pratiquement terminé leur transition énergétique. Ce syndrome, dit du pauvre, est une donnée essentielle de la future transition énergétique. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage, Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle, paru aux éditions de Bouc Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous y aborderons le monde des énergies fossiles.